Les automobilistes ont la parole sur RTL.fr. Christophe Bourreau. Amis internautes, bonjour et bienvenue pour notre émission spéciale. Vous avez la parole, les automobilistes ont la parole ce matin sur notre site rtlauto.fr et ici dans notre studio RTL au 22 rue Bayard avec nos spécialistes qui vont vous répondre ce matin, nos experts sur les PV, les PV. Vaste débat, vous savez qu'en France on n'a pas de pétrole mais on a beaucoup de PV. Selon un sondage avec nos amis d'AutoPlus que nous dévoilons ce matin, il est prouvé que plus de 60% des Français se sont déjà fait épingler, ont déjà eu un PV. Et parmi ces personnes, 74% n'ont jamais donné suite. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup trop compliqué aujourd'hui. Eh bien, lorsqu'on est dans son bon droit de vouloir se défendre, de pouvoir se défendre face à l'administration, c'est très compliqué. Heureusement, on est là pour vous aider ce matin. Alors, pour nous joindre, c'est simple. Vous avez le standard, le 3210, qui est déjà ouvert depuis ce matin. Et je peux vous dire que ça chauffe. Il y a déjà beaucoup de questions au 3210. Vous avez aussi la possibilité de nous joindre via notre site internet dédié 100% à l'automobile, notre site rtlauto.fr sur lequel vous êtes les bienvenus. Alors tout au long de la journée d'ailleurs sur ce site, vous allez pouvoir voir des conseils et aussi des vidéos pour vous aider, pour vous guider dans vos démarches. Un court extrait et ensuite on se retrouve directement avec vos questions et nos spécialistes. A tout de suite. Si vous voulez contester votre contravention, surtout, alors ça c'est la règle de base, ne payez pas votre amende. Pourquoi ? Parce que vous reconnaissez dans ce cas-là l'infraction. Que faut-il faire ? Il faut ce qu'on appelle consigner. Consigner, c'est avancer une somme d'argent suivant l'infraction qui vous sera immédiatement débitée, ça il faut le savoir, mais qui vous sera en revanche redonnée s'il y a relax ou si on estime que vous avez raison sur ce dossier. Alors il faut aller vite, vous avez 45 jours pour envoyer cette consignation, il faut cocher la case numéro 3 sur votre avis de contravention. Il y a quand même des cas où vous n'avez pas à consigner, c'est le cas notamment si vous avez déposé plainte pour vol ou usurpation de plaques d'immatriculation, ce qu'on appelle les doublettes. Dans ce cas-là, il n'y a pas de consignation. Les automobilistes ont la parole sur RTL.fr. Christophe Bourreau. Voilà, les automobilistes ont la parole. Vous avez la parole ce matin pour cette émission exceptionnelle ici dans nos locaux de RTL que vous pouvez suivre sur notre site rtlauto.fr. Et autour de cette table pour vous répondre, que des experts, que des spécialistes du droit routier. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche, ils sont directs, ils vous répondent directement à toutes vos questions. À ma droite, nous avons Céline Kastner. Bonjour, honneur aux dames. Bonjour aux éditeurs. Vous êtes responsable du service juridique de l'Automobile Club Association, c'est bien ça ? C'est ça. Donc vous allez tout nous dire sur ce qu'on doit savoir, ou les pièges à éviter, les astuces pour payer ses PV. À votre droite, Christian Choly, le directeur général adjoint de l'Automobile Club Association. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Juste en un mot, l'Automobile Club Association, c'est combien d'adhérents en France ? C'est 756 600 adhérents au 31 décembre. Voilà, c'est précis. Voilà. À ma gauche, un habitué d'RTL, Rémi Jossaume, avocat, membre de l'Automobile Club des avocats. Bonjour Christophe, bonjour vous à êtes un tous. spécialiste du droit routier. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. À votre gauche, également un autre avocat qui fait partie aussi de votre association, qui est une association d'avocats qui défend le droit routier, c'est ça ? Bien sûr, c'est une association qui regroupe des avocats, des juristes passionnés d'automobile, passionnés de droit et qui procède à un certain nombre d'actions en justice pour faire avancer le droit des automobilistes. Philippe Ilouz, maître Philippe Ilouz, bonjour. Christophe. Bienvenue. Et puis Laurent Capello, le patron d'AutoPlus, avec qui nous sommes partenaires pour cette émission et pour le guide anti-PV 2014 qui vient de sortir aujourd'hui, Laurent. Laurent, avant de prendre Jean-Pierre, la première question, il y a beaucoup de questions au 3210, continuez à nous appeler sur notre site rtlauto.fr. On a beaucoup de questions pour l'instant au standard sur ces nouveaux radars, notamment les mobiles, ceux qui sont embarqués dans des voitures de police. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile de se défendre en France ? Oui, c'est un peu la tendance cette année, Christophe. Pas forcément plus de radars, mais des radars toujours plus sophistiqués, toujours plus invisibles. Alors le mobile, c'est le bon exemple, puisque c'est, rappelons-le, embarqué dans une voiture banalisée. Alors la voiture, ça peut être en général soit une 208 Peugeot, soit une Renault Mégane, autant dire des voitures qu'on trouve par centaines de milliers sur nos routes. Donc impossible ou très compliqué de les repérer dans la circulation. Et ce sont des voitures qui circulent donc incognito et qui vous
sanctionne, vous verbalise quand vous les doublez en dépassant la limitation de vitesse. Donc c'est indétectable quasiment, enfin il faudrait vraiment être très très fort pour les détecter, et vous recevez chez vous le PV où vous êtes aperçu de rien. Donc effectivement ça fait peur à beaucoup de monde aujourd'hui. Alors, on va prendre tout de suite un premier appel, celui de Jean-Pierre qui nous appelle du Loiret. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous, Jean-Pierre ? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Alors, vous avez un cas typique qui est de plus en plus fréquent et qui malheureusement touche de plus en plus de monde, l'usurpation de plaques. Alors, racontez-nous votre histoire, Jean-Pierre. Voilà, donc le 11 mai 2013, j'ai été pris à 15h55 entre Briard et Bonny. Ça, c'est dans le Loiret, hein ? Dans le Loiret. Et alors que moi, j'étais à Gien en train de faire des courses, donc j'avais des tickets de caisse que j'ai envoyés pour me défendre aussitôt, que j'ai renvoyé les photocopies. Et à chaque fois, et j'ai même été à la gendarmerie pour faire voir mon excès de vitesse qui était de 57 km/h, retenu 52 km/h. Alors, ils ont considéré que c'était une agglomération sur la nationale 7 et j'ai eu une amende de 90 €. Alors, j'ai expliqué à la gendarmerie. Ils m'ont dit, bon, bah voilà ce que vous faites, vous envoyez une photocopie avec vos tickets de caisse, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de suite. Et du coup, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors, ce qui m'est arrivé, ensuite, j'ai envoyé tout ça par lettre recommandée comme ils m'ont demandé. Et le 16, donc vous avez suivi la procédure, quoi ? Voilà, et j'ai rempli les documents, j'ai tout rempli comme ils m'ont expliqué de faire. Hein. Et le 16 août 2013, j'ai reçu une amende de 375 € que si je payais dans les 10 jours... Bienvenue en France, hein, Jean-Pierre, bienvenue en France. Alors, voilà. Et alors, donc les 300 €, j'ai renvoyé un courrier. Non, j'étais même téléphoné. Ils m'ont dit, ah bah pour contester, il faudrait que vous demandiez les photos du véhicule. Donc j'ai demandé les photos du véhicule par courrier avec un recommandé. Ils m'ont envoyé les photos et j'aurais téléphoné ensuite pour leur expliquer que c'était pas mon véhicule parce que sur mon GPS, il y avait toujours sur ma voiture, le pare-brise avant, il y avait toujours un GPS. Et en plus, je me suis aperçu que du côté du passager, la glace était ouverte, et alors qu'elle est bloquée depuis plus de 2 ans. D'accord, donc Jean-Pierre, une situation complètement ubuesque. On va voir, est-ce que c'est possible de se défendre dans ce cas-là ? Maître Rémi Jossaume, alors là c'est le cas typique, Jean-Pierre est de bonne foi, et il essaie de se défendre, de suivre la procédure. On le conseille d'ailleurs, ce qui est incroyable, et du coup il se fait sanctionner. Oui, alors Jean-Pierre, bonjour, vous êtes victime de ce que subissent près de 100 000 personnes, 100 000 automobilistes chaque année. C'est effectivement une délinquance nouvelle qui est liée à la multiplication des radars. La procédure, elle est très simple. Lorsque vous êtes victime d'usurpation de plaques d'immatriculation, vous devez impérativement déposer plainte auprès d'une gendarmerie ou d'un commissariat de police. Vous devez joindre cette plainte à l'avis de contravention que vous envoyez en recommandé à l'officier du ministère public. L'adresse est mentionnée sur l'avis de contravention. Alors, puis, monsieur, vous devez naturellement cocher la case numéro 1 de l'avis de contravention. Vous n'avez pas besoin de consigner. Et dernier conseil, vous pouvez gratuitement... C'est le seul cas où on ne peut pas consigner. C'est l'un des cas, effectivement, l'un des rares cas où on n'a pas besoin de consigner. Et vous pouvez gratuitement procéder à l'échange de l'immatriculation de votre véhicule auprès de la préfecture. Et normalement, si vous suivez attentivement cette procédure-là, vous n'aurez plus de suite par la suite de cette infraction et certainement pas une majoration et une perte de points. Alors, par contre, je vais vous expliquer quand même que j'aurais envoyé tout au moins, j'ai reçu un courrier le 17 septembre. Ils m'ont demandé de leur retourner tous les documents d'amende forfaitaire et ainsi de suite, avec plus d'explications. Donc, j'ai retourné tous les papiers d'amende forfaitaire. Et encore mes 2 tickets de caisse, maintenant qu'on arrive à plus bien les voir, parce que ça s'efface avec le temps. Oui. Et cette fois-ci, ils ont tout entre leurs mains. Et là, le 6 décembre, ils m'ont renvoyé un courrier. Je le regrette de vous informer de ne pas donner suite favorable à votre courrier que vous m'avez fait parvenir. Motif,
de ce rejet, absence de justificatif. Alors, Ouais, Maître Trilouz, donc, Non, je crois que, monsieur, vous devez saisir la juridiction de proximité et demander votre citation devant cette juridiction de proximité pour vous expliquer devant le juge et pour effectivement apporter les documents qui justifient que vous n'étiez pas au volant ce jour-là. Lors de... Oui, vous écrivez en courrier recommandé auprès du tribunal en demandant votre comparution volontaire. Oui. Pardonnez-moi d'être un peu technique, mais ce sont les Ouais, il faut articles l'être, parce que 710 du Code de procédure pénale. Vous visez cet article-là, vous demandez votre comparution devant le tribunal, le juge vous convoquera et c'est le juge qui tranchera cette difficulté. Voilà ce que Voilà, pouvez vous vous serez dire. relaxé par la juridiction de proximité. Christian Choly, D'accord. est-ce que là, le cas d'usurpation de plaque, c'est vrai que ça arrive de plus en plus à des personnes et c'est quasiment impossible de se défendre. On a Oui, l'impression c'est que c'est... extrêmement compliqué. On le voit dans les dossiers que nous traitons. Ouais, est-ce que Et- Jean-Pierre, et- en plus, il est de bonne foi et Tout c'est à fait. impossible de se On défendre. a beaucoup de personnes qui sont largement de bonne foi dans ce type d'affaires, qui ont vraiment des difficultés à établir. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'on est face à un rouleau compresseur administratif, c'est-à-dire que même quand la personne va faire opposition dans les formes prévues, comme la gendarmerie l'a conseillé notre auditeur, on se retrouve ensuite quand même avec une amende forfaitaire majorée. Et là, on rentre dans un combat sans fin et on a toujours systématiquement les mêmes réponses de la part de l'administration. Vous n'amenez pas d'éléments justificatifs. Donc, in fine, on va toujours se retrouver dans une situation extrêmement contentieuse, très difficile pour beaucoup de personnes, parce qu'on a des montants d'amende qui commencent à être Oui, il y a extrêmement importants. 375 euros, 375 ouais, euros ça, pour ça, beaucoup de ménages, ouais. ce sont des sommes absolument colossales. Encore une fois, c'est l'automaticité du système, parce que les pouvoirs publics ont estimé qu'il fallait aller extrêmement vite, qui en fait empêche beaucoup de gens et décourage beaucoup de personnes tout simplement à faire valoir leurs droits. Oui, Céline. Oui, alors une petite remarque sur l'usurpation. On a aussi beaucoup de témoignages de gens qui sont victimes d'usurpation de plaques et qui n'arrivent pas à déposer plainte. C'est-à-dire qu'on leur dit c'est pas avéré. C'est-à-dire qu'au commissariat ou Voilà. à la gendarmerie, on leur Beaucoup dit... de gens Ouais. nous témoignent effectivement d'impossibilité de passer par cette étape de la procédure qui conditionne aussi la recevabilité ensuite d'une contestation. Donc il ne faut pas hésiter à dire aux gens qui nous écoutent qu'il faut insister pour pouvoir déposer plainte. Puis une autre remarque... C'est-à-dire que pardonnez-moi l'expression, c'est légal. C'est-à-dire qu'on peut aller Oui. dans un commissariat, ils doivent... Et ils doivent- le mais récépissé ils de doivent prendre la déposer... Il faut remarquer qu'aujourd'hui, on peut déposer plainte par Internet. Il y a sur le site Du ministère de l'Intérieur. ministère de l'Intérieur. Vous avez C'est un le site amende.gouv.fr Mini- Non, c'est le site du ministère de l'Intérieur. Intérieur.gouv.fr. intérieur.gouv.fr où vous avez effectivement, vous remplissez les différents champs et vous serez convoqué après par l'officier de police judiciaire. D'accord. Mais effectivement, vous devez insister. Et puis, j'allais dire, si vraiment vous rencontrez un mur, eh bien, n'hésitez pas à changer de commissariat ou de gendarmerie si c'est vraiment trop compliqué. Mais ils n'ont pas le droit de refuser une plainte. Ce n'est pas le policier ou le gendarme qui vous reçoit qui est juge de la recevabilité de la plainte. Donc, vous devez insister. Le défenseur des droits l'a rappelé. Et c'est même dans la charte de déontologie des policiers et des gendarmes. Ils doivent impérativement prendre les plaintes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ligne. On a un autre auditeur sur le 3210, sur notre standard qui est toujours ouvert. Et je peux vous dire que on voit le standard d'ici. Il y a une grosse agitation, beaucoup d'appels ce matin. C'est sûr que les PV, ça concerne tout le monde. Également sur notre site rtlauto.fr, site sur lequel vous pouvez nous suivre. On a avec nous en ligne Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Vous nous entendez ? Oui, très bien. Alors, je parle un petit peu fort parce que vous êtes chauffeur routier. Vous êtes pas au volant là, j'espère. Si, enfin, je suis Ah ouais, bah voilà. Non mais garez-vous quand Non, mais il a même. un kit main libre. Ouais, Christophe. Il a un kit Vous avez main un libre. kit main libre, j'espère. Ouais, Alors- oui, j'ai le kit main libre, je suis en Bluetooth. ça. Qu'est-ce qui vous arrive, Franck? Alors, racontez-nous votre histoire. Eh ben voilà, en fait, juste avant les fêtes, je circulais dans une agglomération, en fait, et d'un coup, j'ai une patrouille de police municipale qui m'arrivait derrière. Et puis bon, ils ont commencé à mettre la sirène et tout ça, et à un moment ils m'ont doublé, ils m'ont arrêté, et en fait ils m'ont dit comme quoi que j'étais au téléphone. Quoi. Eh ben voilà, voilà. 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 Et donc, ben moi j'ai contesté forcément, je leur ai dit que non, quoi, parce qu'en plus j'ai le main libre, donc voilà. Et il a insisté en me disant que oui, quoi. Donc moi je n'ai pas signé le PV, j'ai dit comme quoi que je ne reconnaissais pas l'infraction, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il me reste 2 points sur mon permis, donc je ne sais pas trop comment faire en fait. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, ça c'est un cas typique déjà de... Effectivement, dans un premier temps, il doit s'inscrire très rapidement à un stage de récupération de points. Oui, mais le problème c'est que j'ai fait un
stage au mois d'octobre 2013. Donc, Ah d'accord. Alors il faut rappeler, Donc, c'est combien alors, un stage? non, C'est tous les ans. tous les ans. Maintenant, c'est tous les ans. Tous les ans, oui. Avant, c'était tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Oui. Il y a beaucoup d'auditeurs ou Oui, qui croient d'internautes que c'est qui ne le encore savent 2 pas. ans. C'est D'accord. tous les ans. Hein. Tous les ans. Tous les ans maintenant. Alors peut-être que dans votre cas, vous pourriez tout simplement, pardonnez-moi de vous le dire, mais faire un recours dilatoire pour gagner du temps. Alors c'est quoi un recours dilatoire? Gagner du temps, vous faites un recours pour contester, être convoqué dans quelques mois. Oui, mais alors on fait devant un comment très tribunal. concrètement? Vous concrètement. parlez juridiquement, mais alors Vous contestez l'infraction Ouais. en indiquant que vous ne reconnaissez pas les faits, vous serez convoqué devant le tribunal, et là, il va se passer un certain nombre de mois, de sorte qu'entre-temps, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir refait un stage. On joue la montre. On joue la montre, voilà, tout simplement, effectivement. On a l'impression aussi que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, c'est-à-dire que souvent quand on est arrêté, il y a quelque chose d'insupportable en Capello, c'est que finalement on a du mal à faire entendre sa bonne foi. C'est-à-dire que le policier est persuadé que vous étiez au téléphone, ce qui peut être pas le cas, et dans ces cas-là, boum, on écope d'un PV. Et ça, c'est un peu, Christophe, le résultat, on en parlait tout à l'heure, de la politique mise en place depuis 10 ans, de cette automatisation de la sanction qui fait que la machine s'emballe, la machine est complètement automatisée pour augmenter la rentabilité et l'efficacité de la sanction, et qu'au final, il y a des dégâts collatéraux qui sont effectivement des automobilistes de bonne foi qui n'arrivent pas à faire entendre leurs paroles, mais la machine s'en fout, elle continue à avancer parce que au nom de l'intérêt supérieur supposé de la sécurité routière, il faut toujours plus de sanctions, toujours plus de radars, toujours plus de PV. Et on voit ça d'ailleurs dans le sondage RTL Auto Plus, effectivement, où plus de 40% à plus de 40%, les automobilistes considèrent que les forces de l'ordre aujourd'hui ont pour principale mission, voire unique mission, de sanctionner. Donc il y a une vraie rupture, une sorte de divorce aujourd'hui entre d'un côté les forces de l'ordre, de l'autre côté les automobilistes qui sont engagés. Ça nous ramène quelques dizaines d'années en arrière dans un jeu de chat et la souris où en fait c'est comment l'un va piéger l'autre et comment l'autre va échapper au piège des forces de l'ordre. Et ça c'est contre-productif pour tout le monde. Alors Christian et Céline, le téléphone au volant, on rappelle les règles. C'est quoi les règles aujourd'hui en France? On a le droit et pas le droit de téléphoner. Alors, c'est le fait d'avoir le téléphone en main qui est interdit. Alors, qu'on l'ait en main parce qu'on appelle quelqu'un ou parce qu'on consulte sa messagerie ou ses mails, c'est pareil. C'est le fait d'être tenu en main qui est répréhensible et réprimé par le code de la route. À la clé, 3 points, 135 € d'amende. 3 points, 135 € d'amende. Voilà. Exactement. Par contre, le kit main libre, lui, entre guillemets, est toléré, c'est-à-dire qu'il n'est pas formellement interdit par le code de la route. Par contre, si vous êtes en conversation et que manifestement la conversation fait que vous n'êtes pas en mesure d'exercer commodément vos manœuvres, c'est comme ça que le dit le code de la route, là, on pourrait dans l'absolu vous verbaliser, mais sans point à la clé. Christian Choly, le téléphone au volant, ça c'est fait partie des grands classiques des verbalisations en France. Hein. Et là, alors on voit aussi Franck qui nous dit finalement faire un stage de récupération de points. Là aussi, c'est un vrai business. Enfin, ça coûte cher aussi un stage de récupération de points. Un stage de récupération de points, c'est souvent 230, 250 €, 250 €. C'est pour beaucoup de ménages, c'est problématique. C'est vrai que dans un tel contexte, on a un risque de cette personne qui, bien qu'étant un professionnel de la route, risque un jour de conduire sans permis. Parce qu'on a effectivement une perte de points et puis on est face à des catégories de population qui ont besoin de leur permis de conduire pour leur quotidien, pour leur famille. Et puis on sait que là, il va se trouver dans une situation un petit peu délicate. S'il perd ses derniers points et qu'il n'arrive pas à faire la formation dans les délais prévus, que va-t-il se passer? On constate effectivement une grande recrudescence de la conduite sans permis. C'est aussi un des effets pervers de l'ensemble du système. Et je rappelle que conduire sans permis, c'est aussi conduire sans assurance, avec toutes les conséquences que ça a. 8h48, vous nous suivez toujours sur RTL Auto.fr. Vous avez la parole, les automobilistes ont la parole. C'est notre émission dans laquelle, évidemment, vous êtes les bienvenus. Christophe Bourreau. Les automobilistes ont la parole sur RTL.fr. Voilà, puisqu'on parle de téléphone, vous pouvez nous appeler comme Franck, mais alors vous vous arrêtez sur le bord de la route. Nous avons en ligne au 3210 Véronique qui est avec nous ce matin. Véronique, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous nous appelez d'Ille-et-Vilaine, je crois. Hein? C'est cela. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Véronique? Dites-nous tout. Parlez sans crainte. Alors, il y a quelques temps, j'ai fait une éco-conduite, donc j'ai dû fournir mon permis de conduire. Ce dernier, je l'ai passé en 84, donc il n'est pas tout jeune. Et la personne constate que sur mon permis, il y a marqué permanent.
Et il me dit, mais tu sais qu'avec ce permis, comme il y a marqué permanent, on ne peut pas te retirer de points. Donc je voulais savoir si c'était vrai. Alors, messieurs, vrai ou faux? Oh bah écoutez Christophe, c'est une rumeur, ce qu'on appelle une rumeur de comptoir. Non, effectivement, il n'y a pas de passe-droit pour les anciens permis de conduire. Tous les permis de conduire d'avant et d'après 92, c'est l'entrée en vigueur du permis à points. Tous les permis sont concernés par cette législation, qui d'ailleurs le prévoit expressément, et qui indique qu'à compter de cette date, tous les permis de conduire, donc même antérieurs, sont dotés d'un capital de 12 points. Il est passé en 1933. De sorte que il n'y a pas donc effectivement de privilège de permis de conduire qui ne serait pas concerné par la législation. Alors il y a une autre rumeur. Véronique, vous avez malheureusement, si je puis dire, entendu ce qui vient d'être dit. Hein, donc, Tout à fait. pas de passe-droit et les points c'est pour tous. Alors il y a une autre rumeur aussi qui est très forte. On dit souvent que lorsqu'on doit payer son amende, si on met un peu plus que le montant demandé ou un peu moins, finalement ça passe à l'as. Alors ça, est-ce que c'est vrai ou faux? Je l'entends 10 000 fois par jour, on vient me voir ici à RTL pour me poser la question. Alors est-ce que c'est vrai ou faux? Un faux ou un tox? Christian Choly. Un tox. Un tox. Clairement. Céline. Un tox. On fait le tour de table. Oui, bah évidemment, c'est de l'intox. Et le risque, c'est qu'en plus de ça, l'administration ne vous rendra pas le surplus. Ils ne rendent pas la monnaie. Ils ne rendent pas la monnaie. Donc Comment ça effectivement, non, c'est vraiment une intox, évidemment. D'accord. Et là, donc le permis de conduire, quelles sont les nouvelles règles aujourd'hui? Alors Véronique l'a passé il y a quelques années. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles règles? On a toujours 12 points, il faut le rappeler. Oui. Il y a aussi le permis probatoire qui est de 6 points, qui est réservé aux jeunes ou c'est unique, ou il y a d'autres cas? Alors, le permis probatoire, effectivement, ce sont pour les jeunes permis qui vont dans un premier temps avoir 6 points, sauf s'ils ont passé la conduite accompagnée, puisqu'ils vont, eux, pouvoir augmenter leur capital point de 6 à 9 et de 9 à 12, donc en 2 années. Les probatoires, c'est 3 ans. Il faut savoir que la première année, quand vous êtes en permis probatoire, si vous perdez un point, votre capital point restera bloqué à 6 points tout au long de la période probatoire. De sorte qu'il faut bien réfléchir la première année à payer ou pas l'amende, à la contester, parce que sinon, vous pouvez être en difficulté le reste du temps. Mais c'est une formation, effectivement, qui est très pratique, très efficace. On voit qu'il y a moins d'accidents sur les jeunes permis qui sont formés plus tôt que d'autres. Simplement, effectivement, il y a le risque d'avoir un capital point plus facilement réduit quand on commet quelques infractions, quand on est jeune conducteur. Véronique, merci et très très belle journée, merci d'avoir participé. 3210 pour vous poser toutes vos questions et sur notre site bien sûr, rtlauto.fr. Une autre fiche m'arrive, celle de Marcel qui est avec nous, Marcel qui est à Paris. Alors là, visiblement, c'est une histoire de stationnement. Marcel, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes garé à un mauvais endroit, c'est ça? Je suis garé à l'emplacement pour réserver aux handicapés avec ma voiture qui a le macaron handicapé. D'accord, donc vous êtes quelqu'un d'handicapé qui avait fait les démarches pour, avec le macaron bien visible. Bien visible. Et j'ai reçu la contravention, le procès verbal de 135 € et 4 points. J'ai réécrit une deuxième fois et en donnant les pièces justificatives, même mon relevé d'impôt, si vous voulez. Comme quoi je ne suis même pas imposable. Pourquoi? Ah oui, d'accord, donc vous avez donné tous les justificatifs. Et on m'a répondu, payez votre 135 €, sinon on ne va pas analyser les faits. J'ai payé les 135 € et depuis 6 mois j'attends. Alors, que doit faire Marcel? Alors là, si je comprends bien, il a payé. Donc le souci, c'est que le règlement, dans l'absolu, vaut reconnaissance des faits et devrait, dans l'absolu, le priver de tout recours. Là, c'est un petit peu surprenant parce que si effectivement alors, il a faut être bien clair. À partir du moment où on paye son PV, on reconnaît l'infraction. Ça, c'est une reconnaissance de l'infraction et ça vaut enlèvement des points. D'accord. Dans ce cas-là, il faut ce qu'on appelle consigner, c'est-à-dire donner de l'argent qui sera récupéré si on est. Non, la consignation, c'est pas dans le cadre des stationnements. Alors du coup, là, le souci, c'est que s'il a payé dans l'absolu, il a éteint l'action publique. Il a mis fin à l'action publique. C'est-à-dire qu'en réalité, il a reconnu l'infraction. C'est ce que prévoit la loi. Et c'est bien, ça démontre bien le caractère de SAP, que ça peut être le fait de devoir contester parce que c'est lourd. Alors là, en plus c'est incroyable. Parce voilà, et là c'est incroyable parce que si effectivement c'est bien la carte de stationnement dont il est titulaire. C'est bien ça, Marcel, c'est bien votre carte de stationnement dont vous êtes titulaire. Ma carte de stationnement, avec en plus malheureusement, avec même pas de date de délai d'utilisation, mais définitive du fait que je suis en dialyse.
D'accord. Il aurait dû être clairement relaxé dans... Voilà. Ouais, c'est une erreur. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors il peut éventuellement saisir l'officier de ministère public en indiquant qu'il y a une erreur, que l'officier de ministère public annule le titre et que le fisc rembourse l'amende. Très honnêtement, désolé pour vous, mais j'y crois pas beaucoup. Mais c'est incroyable quand même. Il a raison. Il se met sur une place handicapée alors qu'il est handicapé et il peut pas obtenir gain de cause. Il peut essayer de saisir le défenseur des droits. Oui, éventuellement, effectivement. Alors défenseur des droits. Défenseur des droits, C'est effectivement. quoi sa fonction? Alors très clairement, il est habilité à s'immiscer dans les litiges que connaissent les administrés. Là, le souci, c'est que lui aussi va être face à un mur qui est le caractère définitif de l'infraction du fait du paiement. Mais pourquoi pas l'envisager? Alors, ce que je vous propose, Marcel, c'est que on vous donne les coordonnées des personnes qui sont au cours de la table pour que vous puissiez parler de votre cas, parce que franchement, là, si vous ne faites pas rembourser ou si vous êtes puni, c'est franchement un scandale, on peut le dire. Mais malheureusement, l'administration française est faite de la sorte. Donc, on prendra votre appel hors antenne. N'hésitez pas à nous appeler au 3210. Les automobilistes ont la parole sur RTL.fr. Christophe Bourreau. Vous avez la parole, les automobilistes ont la parole ce matin pour cette émission exceptionnelle sur notre site rtlauto.fr. Beaucoup d'agitation, beaucoup de monde qui appelle sur notre standard au 3210 ce matin. Et puis j'accueille deux nouveaux avocats qui étaient au standard. À ma gauche, Maître Mathieu Lesage, bonjour. Bonjour. Vous remplacez Rémi Jossaume, qui est parti je ne sais où. Et Jean-Baptiste Ledal, bonjour. Vous êtes deux spécialistes aussi très connus du droit routier. Vous allez pouvoir encore répondre aux questions. On était sur le stationnement. Laurent Capello, le stationnement, ça va devenir de plus en plus chaud pour contester puisque le fameux carnet à souche va disparaître. Oui, c'est un des événements de l'année 2014 sans doute, c'est qu'à la fin de l'année, très probablement, il n'y aura plus de carnet à souche, plus de PV papier. Le bon vieux PV qui existe depuis des décennies va disparaître. Le papillon. Voilà, le papillon au profit du PV électronique. Alors c'est quoi le PV électronique? C'est un terminal dont vont être dotées les forces de l'ordre. Ça a déjà commencé dans de nombreuses villes et pour de nombreuses infractions, qui est relié au fichier central et qui permet, je dirais, de façon un peu virtuelle, de sanctionner une voiture qui serait, par exemple, dans le cas du stationnement garé dans la rue, sans avoir réglé le stationnement. Et cette infraction est transmise directement au fichier. Et après, la machine automatique dont on parlait tout à l'heure s'emballe et magnifiquement vous verbalise. Alors la difficulté de ce cas-là, mais je pense que nos amis avocats vont être... Voilà, la difficulté, c'est que vous n'avez pas forcément de preuves. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être sanctionné pour un stationnement impayé sans qu'on vous laisse un papillon sur le pare-brise sous l'essuie-glace comme c'était le cas précédemment. Donc ça va être une vraie difficulté parce que vous allez recevoir chez vous, encore une fois, nos amis avocats vont nous le préciser, un avis de contravention. Vous ne saurez pas exactement quand ça... Enfin, il y aura la date, etc. Mais ça sera beaucoup plus compliqué de s'y retrouver et de contester. On est obligé, la loi oblige à vous informer ou pas? Alors, effectivement, on a déjà eu ce genre de problématique. On le voit à Paris, par exemple. Les agents, les verbalisateurs laissent un petit cadeau, un petit truc sur le pare-brise disant « Vous avez fait l'objet d'une verbalisation, vous allez recevoir... » Ça fait toujours plaisir quand on le voit. De contravention. Voilà. Mais on n'a pas de date, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on a été verbalisé, quel jour, à quelle heure. Ça va être la surprise à la réception de la contravention. Et c'est tout à fait légal, et même plus, la Cour de cassation s'est déjà prononcée sur ce point, et le fait de ne rien avoir sur son pare-brise, c'est-à-dire même pas un petit carton disant vous allez recevoir un avis de contravention, c'est légal. Alors c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes à l'automobiliste, puisque pour contester un avis de contravention, un stationnement par exemple impayé, on peut essayer de rapporter des preuves, des témoins qui pourraient dire non, le véhicule n'était pas garé à tel ou tel endroit, il était garé sur un tel ou tel emplacement. Là, on va recevoir l'avis de contravention plusieurs jours après. Donc, bien évidemment, souvent le véhicule aura bougé. Il sera nettement plus compliqué de rapporter la preuve de sa bonne foi. Alors, justement, le stationnement, ça, c'est un sujet qui vous passionne. Nous avons en ligne avec nous Yves de Paris. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Alors, vous aussi, vous avez été sanctionné pour un défaut de stationnement. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Racontez-nous. J'ai été sanctionné donc, pour un défaut de stationnement, un défaut de ticket rodateur. Je ne le contestais pas parce que j'avais pas mis de ticket, mais ce que je conteste, c'est que lorsque j'ai reçu trois avis d'amende,
à payer de défaut de stationnement à peu près, donc c'était exactement, le premier était à 11h10, 4 secondes. J'en ai reçu un autre à 11h10, 8 secondes et 11h10, 12 secondes. D'accord, ok. Alors, le problème, c'est que bon, je ne contestais pas, comme j'avais pas mis de ticket dans Règle 1, mais alors le problème, c'est que j'ai fait un courrier de contestation, auquel je n'ai malheureusement eu aucune suite. Ça, c'est étonnant. Et je me suis malheureusement retrouvé. Alors, j'avais quand même eu une personne de la préfecture qui m'avait dit, écoutez, faites un courrier de contestation. J'ai dit, ça doit être un problème informatique. Bon, donc je l'ai fait. Le problème, c'est que c'était à l'époque, c'était quoi, 17 €, donc multiplié par 3. Le problème, c'est que je me suis retrouvé, donc c'était en avril 2013, et je me suis retrouvé au mois d'octobre 2013 sur mon compte, 46 € multipliés par 3 qui ont été débités sur mon compte. D'accord. Alors, on va vous répondre. C'est quoi? C'est un bug informatique. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça paraît complètement là aussi ubuesque la situation. C'est ubuesque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça paraît un peu plié puisque l'argent a été recouvré. Donc, d'abord, il y a un avis de contravention. Vous avez 45 jours pour payer l'amende ou la contester, à défaut de quoi l'amende devient majorée, c'est ce qui s'est produit, et puis finalement ensuite on fait Parce que là vous avez payé ou ça a été comment ça s'est passé? Vous avez payé, vous avez envoyé un chèque? Non, ça a été pris sur les comptes, retiré sur mon compte. Oui, c'est ça. C'est recouvrement forcé. Un recouvrement forcé. Ça, j'ignorais complètement qu'on pouvait reprendre l'argent sur son compte. Au bout d'un moment, si vous ne payez pas vos amendes, en fait, vous avez c'est la phase comminatoire amiable qui commence par des huissiers, courriers que vous recevez. Donc, comminatoire, ça veut dire menaçante, mais amiable, c'est juste des menaces. On ne vient pas prendre la télévision ou le buffet du salon. On peut retenir sur le. Sur un recouvrement forcé, c'est ça, oui. J'avais reçu courant juin quand même des courriers comme quoi. Je devais absolument payer, que mon compte recevait, etc. Bon, j'ai renvoyé en disant que j'avais contesté, en expliquant la situation, mais malgré cela, ils ont pris l'argent sur le compte. Oui. Ce qui paraît incroyable, c'est qu'on peut se faire saisir quelque part juste pour du stationnement. L'argent est pris sur le compte et malheureusement, le pire, c'est que ça vaut paiement volontaire. C'est comme si vous aviez accepté de reconnaître votre culpabilité en payant vous-même les amendes. Alors la seule solution, c'est de montrer que vous avez fait des contestations préalables et de montrer qu'elles étaient recevables, c'est-à-dire vous les avez envoyées dans le délai légal, par courrier recommandé avec accusé de réception à la personne compétente, qui est l'officier du ministère public. Or, vous avez parlé de contestation adressée à la préfecture, qui n'est pas du tout compétente pour ça. On vous a donné de mauvaises informations. La préfecture n'y peut absolument rien du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Par contre, il y a une chose, c'est que lorsque j'ai vu qu'on m'avait saisi sur mon compte, j'ai écrit au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, et j'ai eu une réponse comme quoi ils avaient transmis mon courrier au service du ministère public, et j'ai reçu un courrier du ministère public m'informant que comme le montant était réglé, il considérait que j'étais d'accord sur les amendes. Voilà, ça c'est le cas typique. Oui. Voilà. On prend votre argent et on dit vous avez payé l'amende. Donc vous êtes coupable parce que vous avez avoué. C'est incroyable. Les taux se resserrent. Oui. C'est incroyable. On apprend plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Impossible de se défendre. Enfin, à moins de prendre un avocat, mais sans avocat, je crois qu'il faut déjà bien se renseigner au départ, en amont. C'est je crois la première précaution auprès de gens compétents, d'associations, d'avocats, etc. Parce qu'en plus, c'est pour un petit montant. Donc, en plus, c'est pour un petit montant. Donc ça il va se dire, mon avocat, ça me coûte trop cher. Donc l'administration se dit sur le nombre de personnes. Et alors, en matière de stationnement, ça risque fort de ne pas s'arranger, puisque vous savez qu'au mois de décembre, la dépénalisation du stationnement a été votée à l'Assemblée nationale, ce qui fait que dans 2 ans, les municipalités vont pouvoir le gérer en direct, donc définir elles-mêmes un montant de l'amende différent, avec des services administratifs qui feront également les réponses aux automobilistes. Oui, dans d'autres villes, ce seront peut-être des sociétés privées qui répondront aux automobilistes. Donc on va s'acheminer à avoir des situations ubuesques, mais alors d'une ville française à l'autre, ce qui est encore... C'est encore bien compliqué la donne. Ça, vous étiez au courant de cette affaire, comme quoi on pouvait prélever... Effectivement, et puis alors en plus, il y a des situations très clairement, le contrevenant, il fait les démarches de contestation dans les formes, dans les délais, il respecte bien la procédure, sauf que la contestation est envoyée à l'officier du ministère public et l'entité qui est chargée du recouvrement, c'est le Trésor public. Et le souci, c'est qu'entre eux, ils ne se parlent pas. Donc il n'y a pas de connexion, ce qui fait que les gens sont parfois majorés alors même qu'ils ont suivi à la lettre la procédure. Et donc là, on rentre dans le rouleau compresseur dont on a parlé tout à l'heure.
Est-ce que vous avez affaire à beaucoup de cas sur le stationnement? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est de plus en plus fort, qui arrive de plus en plus? Des cas que vous voyez de plus en plus fréquents? Oui, on a beaucoup de demandes pour du stationnement. Alors là aussi, c'est un problème, c'est que les enjeux financiers sont quand même relativement faibles. On a des dérives régulières. Alors là, on a le témoignage de notre auditeur. On voit vraiment, c'est une dérive du PV électronique. C'est-à-dire que très certainement, on aurait eu l'ancien système, les agents auraient vu un avis de contravention, un papillon sur le pare-brise, ils seraient pas repassés quelques secondes après, où il n'y aurait pas eu une double verbalisation. Ça, c'est une des dérives. Maintenant, sur le stationnement, effectivement, on en a beaucoup. Mais encore une fois, est-ce que les automobilistes vont avoir le courage, parce que c'est ça, d'entreprendre toutes les démarches. Oui, pour 46 €. Pour 17 €. Voilà. Et là, on parle de 46 €, mais si on a plusieurs infractions, on doit contester infraction par infraction. Donc ça veut dire répéter toutes les démarches pour à chaque fois 17 €. Cela dit, il y a eu un sénateur quand même qui a eu plus que ça à payer récemment, je crois. Oui, c'était pas c'était 22 000 €, je crois. On ne sait pas s'il l'a payé finalement. Si, c'est payé. C'est ce qu'il dit en tout cas. Je l'ai lu dans le Monde, c'est que c'est vrai. Si c'est dans la presse, c'est que c'est vrai alors. Oui, allez-y. J'ai une question à poser à vos experts. Je voudrais savoir, lorsqu'on reçoit un courrier comme ça, d'une amende, d'une infraction à payer, est-ce qu'il y a une possibilité, autre que d'écrire, est-ce qu'il y a une possibilité éventuellement de se rendre au tribunal pour voir pour plaider sa cause les gens du ministère public ou pas? Alors, c'est vrai qu'on va avoir certaines juridictions de proximité, certains officiers du ministère public, certains services qui sont extrêmement encombrés. Donc, on va adresser un courrier et on aura une réponse des mois après. Donc, une des possibilités, ça peut être éventuellement de se rendre au greffe et directement exposer sa situation. Tous les tribunaux, ces cas-là, alors, toutes les juridictions n'ouvrent pas ce service, hein, il faut se renseigner. Et celles qui le font, il faut prévoir quand même quelques heures de queue, mais ça peut être une solution éventuellement pour essayer de régler quelque chose. Laurent, on voit quand même que tout est fait pour dissuader les gens de contester. Je crois que c'est ça qui est profondément choquant aujourd'hui, c'est que tout est fait pour que vous ne contestiez pas, que vous payiez, que la machine puisse continuer à rouler comme elle est. Il faut payer aujourd'hui pour sa fameuse consignation. On voit que les procédures sont très complexes, que souvent l'administration est complètement débordée, donc elle ne répond pas, voire elle répond très tardivement. Je crois que c'est ça qui choque beaucoup de gens. Nous, c'est les retours qu'on a de nos lecteurs et de nos internautes, c'est que la contestation est devenue aujourd'hui quasiment impossible, ou en tout cas très difficile. Et elle sera de pire en pire. Elle sera de pire en pire. Alors, évidemment, vous pouvez continuer à nous appeler au 3210 pour exposer vos cas. Tous nos experts vous répondent. Encore 20-25 minutes ici sur le site rtlauto.fr, sur lequel vous pouvez voir tout au long de la journée un certain nombre de vidéos. Et puisqu'on parle de paiement, vous avez aussi la possibilité de payer en ligne via Internet. C'est beaucoup plus intéressant. On se retrouve dans un court instant. Se garer sur une place de livraison, c'est interdit et vous risquez une amende de 35 €. Sauf dans certains cas, alors il faut savoir que ces places ne sont pas réservées aux livreurs professionnels. Vous avez tout à fait le droit de décharger des meubles, de raccompagner une personne chez elle et d'utiliser cette place, à condition toutefois d'être à proximité du véhicule. Et il faut savoir aussi que de plus en plus, certaines villes font de la tolérance pour ce genre de place. C'est le cas notamment à Paris, où vous avez le droit de vous y garer les dimanches et jours fériés toute la journée, et aussi à partir de 20 h jusqu'à 7 h du matin. En revanche, il faut savoir que les places qui sont pour les transports de fonds sont totalement interdites. Là, il n'y a aucun recours possible si vous avez un PV. Vous risquez 135 € d'amende et bien souvent la fourrière. Les automobilistes ont la parole sur RTL.fr. Christophe Bourreau. 9h09, toujours en direct sur notre site rtlauto.fr pour cette émission exceptionnelle consacrée au PV, et on s'aperçoit que c'est très compliqué de contester, et ça le sera de plus en plus vu les nouvelles machines qui arrivent en France et les nouvelles façons de procéder, notamment on a vu avec les PV électroniques pour le stationnement. Alors vous pouvez continuer à nous appeler sur le 3210, notre standard est toujours ouvert, nos experts vous répondent au 3210, on prend vos appels, et sur notre site rtlauto.fr. D'ailleurs, une question sur notre site rtlauto.fr, une question: je n'ai pas le permis B, je conduis une voiture sans permis, je franchis un feu rouge, sanction 90 € d'amende. Christian Choly, qu'est-ce qu'on peut répondre à cet internaute? Oui, il y a simplement application d'un barème prévu. S'il n'est pas titulaire du permis de conduire, il ne va pas avoir de perte de points. Mais pour le reste, l'ensemble des
des éléments vont s'appliquer, à savoir les peines d'amende sont absolument identiques dès lors que le véhicule a pu être identifié lors du passage du feu. Alors, il y a beaucoup d'internautes qui nous regardent, de personnes qui conduisent notamment en province, qui ont des voitures sans permis. C'est quoi? On écope d'un PV, on a des points en moins qu'une voiture sans permis, ça se passe comment? Non, justement, effectivement, une amende, telle qu'un simplement. cycliste qui franchit un feu rouge peut être verbalisée. Mais à partir du moment où on est au volant d'un véhicule qui ne nécessite pas de permis de conduire, il ne peut pas y avoir la sanction en termes de perte de points. Mais bien sûr, au volant d'une voiturette, on est soumis à l'ensemble des dispositions du Code de la route. Et notamment les dispositions délictuelles, c'est-à-dire qu'on peut être poursuivi au tribunal correctionnel, par exemple, pour une alcoolémie commise à vélo. Justement, alors il y a une question concernant l'alcoolémie sur ces fameuses voitures sans permis. Est-ce qu'on est sanctionné? On est sanctionné. À partir du moment où on est sur la route, c'est quoi? C'est le code de la route qui s'applique? Le code de la route s'applique dès lors qu'on circule sur une voie de circulation. Donc on peut parfaitement être poursuivi, effectivement, au tribunal correctionnel pour de l'alcoolémie. On peut perdre son permis. Alors certes, on n'aura pas de problématique de points, mais si le juge constate par exemple une récidive d'alcoolémie, commise même sur un scooter ou une voiturette sans permis, il va annuler le permis de conduire. Donc pas de perte de points, mais on peut quand même perdre son permis. Ce ne sera pas la même autorité qui prononcera ce retrait. Oui, on défend souvent des gens qui sont convoqués au tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou stupéfiant au volant de scooters 50 cm3. Et les peines, s'ils sont titulaires du permis de conduire par ailleurs, de suspension, d'annulation de permis, s'appliquent à eux comme aux automobilistes. Oui, parce qu'il faut être honnête, il y en a beaucoup qui se disent, voilà, j'ai été sanctionné avec mon véhicule, donc du coup je vais prendre un 50 cm3 ou une voiture sans permis pour pouvoir faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, non, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de retrait de points au volant de ces véhicules qui ne nécessitent pas le permis de conduire. C'est le Conseil d'État qui le dit, il y avait une circulaire qui l'avait exposée également. Alors, à ma gauche, il y a les avocats. On s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de contester et de se défendre. Est-ce qu'il est possible, vous nous expliquerez après si c'est cher ou pas de passer par vous, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de se défendre, vu la complexité des dossiers, sans passer par un avocat? Est-ce que moi, automobiliste lambda, ce qui est mon cas, j'y connais pas grand-chose ou un petit peu, est-ce que je peux me défendre quand même? Mais je pense que l'essentiel, tout d'abord, ce qu'on voit nous, avec nos 750 000 adhérents, c'est d'abord l'info. C'est-à-dire qu'on entend chez les auditeurs, qu'on a entendu tout à l'heure, il y a des mauvais conseils qui ont été donnés, ils se sont renseignés à la gendarmerie, ils se sont renseignés à la préfecture. Donc déjà, je crois que la première démarche essentielle, c'est d'aller se renseigner auprès d'un organisme, ça peut être un automobile club, ça peut être une permanence d'avocats, etc., pour avoir un renseignement absolument fiable sur les possibilités de recours. On y va quand on nous arrive quelque chose. C'est un peu comme chez le médecin, quoi. On y va quand on est malade. C'est ça. Et donc, de la prévention. Voilà, c'est d'avoir le bon renseignement en amont pour avoir tous les éléments en main pour décider est-ce que j'ai les éléments dans mon dossier, les biscuits nécessaires pour pouvoir aller plus loin ou pas. Voilà. Alors, le cas typique du stationnement, est-ce que ça vaut le coup de venir vous voir parce qu'il n'a qu'une amende entre guillemets que de 45 €? Dans ce cas-là, non. Non, pour 45 €, on ne va pas voir son avocat. Ça ne se fait pas du tout. Quelques personnes font une question de principe, mais c'est excessivement rare. Donc effectivement, de toute façon, il faut bien lire les formulaires, il faut bien regarder la notice. Il y a quand même des efforts de simplification qui ont été faits, notamment par le centre automatisé de constatation des infractions routières, le centre des radars, qui a un peu simplifié ces formulaires de contestation. On peut le faire maintenant en remplissant le formulaire par Internet, mais il faut bien lire scrupuleusement. Donc il faut bien envoyer toujours en courrier recommandé avec accusé de réception. Ça, c'est important. Ouais. C'est la loi. Si vous ne le faites pas, de toute façon, la requête ne sera pas prise en compte. Alors, on a avec nous en ligne au 3210 Marc, encore un problème de stationnement. Marc, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour. Alors, vous, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez reçu un avis de contravention pour stationnement gênant? Oui. Oui, j'ai reçu un avis de contravention dans la ville de Plaisir. Donc en région parisienne? Voilà, que je ne suis jamais allé. En Seine-et-Marne? Ouais, moi, j'habite en Seine-et-Marne. Oui. Jamais allé à Plaisir, et c'est bien le numéro de véhicule, le numéro de mon véhicule. Plaisir, c'est dans les Yvelines, hein, donc. Oui, Plaisir, c'est dans les Yvelines, et c'était à 22h42. Donc je suis jamais allé là-bas à cette heure-là, parce qu'en plus, je vais vous dire, j'ai ma maman qui est souffrante, que je dois toujours être à son chevet. Donc voilà, je suis jamais allé là-bas, quoi. Alors vous avez reçu une amende? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors j'ai reçu un avis de contravention. Ouais. Donc comme j'ai vu ça, j'ai voulu aller au commissariat de ma ville, de Lagny-sur-Marne. Et pour porter plainte. Ce qui est la bonne démarche, hein. Ah oui, il faut le faire. C'est la première chose à faire. Et ils ont refusé de prendre ma plainte. Ah bah voilà. Alors, on l'a redit, mais on va vous le redire. Céline,
Et voilà, il s'agit d'insister, on ne peut pas effectivement, l'agent de police que vous êtes allé voir n'avait pas vocation à refuser votre plainte. Donc insister, changer de commissariat éventuellement. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ces cas-là? Faut qu'il change de commissariat ou Oui, à supposer qu'il soit toujours dans les délais. Alors, je ne sais pas si... là, vous en êtes où de votre procédure? Oui, on a 45 jours. Oui. Alors moi, je l'ai fait dans les 6 jours, parce que j'ai reçu le premier, j'y suis allé le 6 au commissariat, donc je suis dans les délais, quoi, pour les plaintes. Et bon, la première fois, on a refusé ma plainte. Donc, j'ai attendu 2-3 jours. Je me suis dit, tiens, ça va peut-être changer personne. Et j'y suis retourné une deuxième fois pour porter plainte à nouveau et on m'a dit non. Alors... Et en plus, j'y suis allé avec des textes de loi que j'avais sortis sur l'ordinateur. C'est incroyable. Bon, il y a vraiment deux choses vraiment à distinguer, mais quel que soit le type de situation, c'est-à-dire qu'on peut être amené à entreprendre des démarches, notamment une plainte pour essayer d'identifier peut-être le véhicule, le véritable véhicule en verbalisation. Maintenant, toutes ces démarches ne dispensent jamais de contester l'avis de contravention dans les délais auprès de l'officier du ministère public. Donc, toutes les démarches que vous pouvez entreprendre dans un commissariat, une gendarmerie, c'est bien, mais ça ne vous dispense pas, dans le délai, de contester avec un avis de courrier recommandé, l'avis de contestation, pour bien préserver vos voies et vos délais de recours. Là, c'est typiquement quoi? Une usurpation de plaque, le fait que... Pas forcément, parce que si j'ai bien compris, c'est le même numéro d'immatriculation, mais pas forcément le même modèle ou la même marque de véhicule. S'ils ont marqué Renault sur l'avis de contravention, et moi, c'est une Renault que j'ai. Ça peut être une erreur aussi de l'agent verbalisateur, qui sur son boîtier saisit un numéro... Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit au commissariat. Ils m'ont dit c'est peut-être une erreur de l'agent. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre votre plainte. Mais c'est pas à eux d'estimer ça, parce que ça peut être soit une erreur matérielle, donc c'est ponctuel, soit une véritable usurpation de plaque. Donc ils n'ont pas à l'estimer, ils n'ont pas à entrer en voie de jugement là-dessus. Est-ce que ça arrive souvent dans les commissariats, on en parlait, que prennent pas la plainte parce qu'ils ont d'autres choses à faire et qu'ils se disent bon, c'est quelque chose de mineur? Ouais, c'est un scandale. Ça vous fait rire, mais parce que on vous appelle toutes les semaines pour ça. Il y a des vrais problèmes de refus de dépôt de plainte. En plus, les on refus... le répète, c'est légal, ils doivent prendre votre plainte. Ils prennent la plainte, c'est tout. Après, la plainte, elle mène à une enquête et qui peut être classée sans suite, aboutir à des poursuites ou pas, mais peu importe. Leur travail est de prendre la plainte. Pas d'estimer si les conditions sont réunies ou pas d'un dépôt de plainte. Oui, Marc? Oui, alors moi, quand on m'a vu qu'ils refusaient de prendre ma plainte, je me suis débrouillé de moi-même, donc j'ai fait un courrier à l'officier du ministère de police. C'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment le bon réflexe, vous avez bien fait. J'ai fait j'ai marqué, je conteste cet avis de contravention car il y a une surputation de plaque. Bon, après, j'ai marqué, bien sûr, autre chose, mais voilà. Et je l'ai envoyé en recommandé avec accusé de réception. Mais on voit déjà là qu'on a un auditeur particulièrement tenace, puisqu'il en est déjà à 2 visites dans le service de police, la lettre recommandée derrière. Donc, il se sent dans son bon droit, il y va. Et on a dit tout à l'heure que c'est souvent pas le cas. Les gens, parce qu'il y a un PV de stationnement simplement en jeu, vont renoncer à exercer le recours. Justement, est-ce qu'il faut insister? Est-ce qu'il faut envoyer plein de courriers? Oui. Est-ce qu'en multipliant les courriers, est-ce qu'on a plus de chances que le... Faut pas multiplier les appels, faut pas multiplier les visites, parce qu'il n'y a pas de preuves. Si les gens ont l'impression que le système est contre eux et qu'ils peuvent rien faire, c'est pas vrai. Il y a des choses à faire, mais il faut toujours le prouver. Donc toujours un courrier, toujours par recommandé avec accusé de réception. Essayez de l'écrire à la personne qui sera compétente pour pouvoir vous répondre. Alors, en cas d'usurpation de plaque, quand on va au commissariat, on nous remet quoi? On nous remet un papier? Un récépissé de dépôt de plainte. Alors, c'est un élément qui, a priori, est normalement à joindre à la contestation qu'il s'agit de faire. Maintenant, si on n'arrive pas à l'avoir, de toutes les manières, il faut embrayer sur la contestation dans les 45 jours. Parce que dépasser ce délai, votre contestation ne sera de toutes les manières plus recevable. Ok, Marc, vous avez compris, il faut continuer à insister et puis vraiment déposer plainte, ça c'est hyper important. Hein. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin, nous avoir appelé au... C'est moi qui vous remercie beaucoup d'avoir pris mon appel. Eh ben avec plaisir, si je puis dire, si vous me permettez ce jeu de mots. En tout cas, continuez à nous regarder sur rtlauto.fr et continuez à nous appeler sur le 3210. Il est 9h19, on se retrouve dans un court instant. Les automobilistes ont la parole sur rtl.fr. Christophe Bourreau. Voilà, vous êtes toujours en direct sur rtlauto.fr pour cette grande émission consacrée au PV. Énormément de questions ce matin au 3210 et sur notre site rtlauto.fr. Alors,
Une question qui arrive aussi très souvent, on le voit dans les fiches, ça concerne les fameux, on avait parlé au début de l'émission, les fameux radars mobiles, les radars embarqués dans les voitures de police, complètement incognito. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on est dans son bon droit et qu'on a été verbalisé à une vitesse à laquelle on ne roulait pas? Est-ce que c'est imparable ou qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est mission impossible? Ah, je ne sais pas du tout si c'est mission impossible. J'ai pas encore vu, moi, d'avis de contravention émanant d'un radar mobile. Donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Effectivement, ça va être très compliqué, mais ceci étant, il faut quand même rappeler les conditions de verbalisation, parce qu'il y a un différentiel d'au moins 20 km/h entre le véhicule infractionniste et le véhicule de police. Il faut que le lieu de l'infraction soit précis. On a vu qu'il y avait déjà un petit bug qui avait été révélé d'ailleurs dans votre partenaire AutoPlus il y a quelques jours. Oui, où la vitesse n'était pas bien paramétrée, parce qu'en fait, étonnamment, l'agent qui circule dans sa voiture avec le radar mobile doit manuellement remettre la vitesse limite de façon actualisée manuellement. S'il ne fait pas tout de suite... non, il y a bug. Donc ça aussi, ça doit être vérifié. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de choses qui restent à créer et à découvrir dans le contentieux des radars mobiles. Mais plus c'est technique, plus c'est performant, plus les conditions sont restrictives pour s'assurer qu'il n'y a absolument... aucun problème de verbalisation. Donc on attend les premiers PV pour pouvoir... Voilà, je pense qu'il y aura des bonnes surprises. Oui, à mon avis, vous allez prendre le dossier en main. Alors on a un appel tout de suite de Lionel qui nous appelle de Mur de Bretagne. Lionel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez appelé sur le 3210. Alors qu'est-ce qui vous arrive, Lionel? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour à toutes. Donc je suis Mort de Bretagne, non pas Mur de Bretagne. Ah d'accord, ok, Mort de Bretagne. Alors j'ai eu un accident de la circulation le 22 novembre, donc je circulais en moto en rentrant après mon travail sur mon domicile, et donc une voiture m'a refusé la priorité, donc suite à cet accident, bon j'ai été blessé, c'est pas le fait de mon appel, et donc le tiers, l'autre personne donc était identifiée, eu un PV de gendarmerie, ainsi de suite. Donc l'affaire suit son cours, et au niveau de l'expert automobile qui a indemnisé, enfin qui a fait une expertise de mon véhicule, l'assurance me propose 1 000 euros. 1 000 euros de valeur du véhicule. Les réparations pour la moto sont de l'ordre de 5 700 euros. Ah oui. Et donc, ce qui est une énorme somme. Voilà. Ce qui est une grosse somme. Oui. Et j'ai vu que sur Internet, que j'étais en droit de demander la somme des réparations. Alors oui. Je me mets sur l'article 1382 et suivant du Code civil, c'est la réparation intégrale du préjudice qui s'impose, peu importe la garantie souscrite, même au tiers, c'est-à-dire l'assurance minimum légale à la double condition que l'assuré n'ait aucune responsabilité dans la survenance du dommage et que l'auteur du sinistre soit identifié, ce qui est le cas pour moi. Christian Joly, qu'est-ce que peut faire notre auditeur? Principe clair de réparation intégrale du préjudice qu'il a subi, puisqu'il est victime donc dans cet accident. La problématique est celle de l'évaluation de ce préjudice. Donc, généralement, on va prendre en compte, là, en l'occurrence, la moto, quelle était la valeur de la moto, on va dire, 1 seconde avant l'accident. Qui est réalisée par des experts. Voilà, et c'est là que souvent, nous, on a dans les dossiers que nous confient nos adhérents un certain nombre de difficultés, puisque les experts vont agir extrêmement rapidement, faire une évaluation standardisée selon des barèmes préétablis, alors qu'on peut avoir un tas de véhicules qui vont être en excellent état, qui vont avoir un faible kilométrage, donc qui vont rentrer. Donc, on a souvent des conflits entre une valeur très faible proposée par la compagnie d'assurance et la valeur du marché, en réalité, qui est beaucoup plus importante. Et donc, oui, bien sûr, il doit continuer à amener le maximum d'éléments prouvant la réelle valeur de son véhicule sur le marché tel qu'il se présentait avant l'accident. Donc il faut rechercher auprès de nos chers amis d'AutoPlus et d'autres annonces, par exemple, d'estimer cette valeur au plus juste, ce qui lui permettra d'obtenir une indemnisation plus importante. Et auprès de qui il doit plaider pour ça? Auprès de sa compagnie d'assurance, directement. Ouais. Sa compagnie d'assurance étant censée exercer un recours contre l'assureur de responsable, mais en fait, dans la pratique, il doit d'abord négocier avec sa compagnie d'assurance. Lionel, si on conteste les conclusions du rapport d'expertise de l'expert missionné par la compagnie, alors soit on se remet en rapport avec lui en produisant des petites annonces, etc., et en attestant que la valeur à dire d'expert qui a été proposée n'est pas suffisante. On a aussi dans l'absolu le choix de demander une contre-expertise du véhicule pour essayer de voir si les mesures peuvent être réévaluées. Parce que moi, avant l'expertise, j'ai fourni toutes les factures d'entretien et de réparation du véhicule sur une durée de 3 ans. Voilà. Donc,
Il faut bien que vous ameniez des éléments supplémentaires, pas seulement liés à l'entretien, mais montrant que la moto un modèle identique de moto avec le même âge, le même kilométrage, le même état, a telle valeur sur le marché. Et vous entrez en conflit avec votre compagnie à ce sujet-là. Voilà. Merci Lionel de nous avoir appelés. Merci de nous avoir exposé votre cas. Il y a beaucoup d'appels. Malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde ce matin au 3210 et sur notre site rtlauto.fr. Avec nous en ligne, Yvon. Bonjour Yvon et bienvenue sur notre site rtlauto.fr. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, je vois votre fiche, ça paraît incroyable, racontez-nous. C'est-à-dire que j'ai été poster un courrier, je me suis arrêté juste devant la poste, naturellement, et le temps de poster le courrier qui a duré, on va dire 40 secondes, quoi. Vous n'êtes pas fait voler votre véhicule, au moins? Non. Comment? Vous n'êtes pas fait voler votre véhicule? Non. Je remonte dans ma voiture et un agent de la force publique, enfin ça doit être la municipale, et il m'a arrêté, j'ai pour redémarrer, quoi. Et j'avais même pas mis ma ceinture, mais comme il y avait une voiture qui était derrière, moi je voulais pas emboucaner la circulation, je suis... attendez, il met la contravention, et puis mettez votre ceinture. C'est vrai que je l'avais pas mise. Mais bon... c'est bien, vous êtes honnête. Vous êtes honnête, vous reconnaissez. C'est bien. Oui, non, mais je l'avais pas mise. Mais bon, je trouve ça invraisemblable de s'arrêter 30 secondes et se faire... Non, ça, surtout que je repartais, quoi. Bon, alors, on va poser la question à nos experts, nos avocats. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Yvon? Est-ce que... cas typique, là aussi, ça arrive souvent. On va déposer une lettre, on va chercher un paquet de cigarettes et boum, on se fait verbaliser. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est très compliqué, malheureusement, puisque... Moi, j'ai réglé de toute façon, mais bon... voilà. Donc, à partir du moment où vous avez réglé, de toute façon, vous reconnaissez l'infraction. Oui, non, mais c'est l'abus de pouvoir. Bon, parce que je vais avoir 69 ans bientôt, je ne vais plus avoir d'embêtement, mais je trouve ça inadmissible, ça me met dans une colère noire, parce que c'est abus. Ça c'est un sentiment qu'on entend souvent, merci de nous le dire, Yvon, parce que souvent c'est ça, on a l'impression qu'il y a un abus de la part des forces publiques et qu'on ne peut pas se défendre finalement. On ne peut pas, qu'on est de bonne foi, on ne peut pas plaider ou... c'est vrai que souvent, en fait, ce que je crois que l'auditeur veut traduire, c'est ce sentiment d'avoir une verbalisation effectivement un peu poussée, abusive, un peu exagérée, alors que l'agent, dans cette circonstance-là, aurait très bien pu simplement lui dire un petit mot, attention monsieur, vous allez repartir, n'oubliez pas de mettre votre ceinture, Bref, on aurait pu agir dans un monde de prévention, on va dire, donner des conseils. Non, mais je suis absolument d'accord. En plus, c'est vrai que je l'avais pas mis, parce que comme il y avait quelqu'un derrière, moi, j'aime pas embêter le monde. Et bon, je redémarre, comme si j'avais tué quelqu'un. Oui, mais il a mal pris, comme d'habitude, parce que vous le voyez, il vous voit, et il sait que vous le voyez, et vous mettez pas la ceinture. Alors, il se dit que vous n'avez rien à faire. C'est ça. Et donc, en fait, vous voulez juste essayer de libérer la circulation routière, de dire, bon, je m'en vais très vite parce que je respecte votre autorité, parce que je sais que j'ai pas trop le droit d'être là. Et puis, lui prend le phénomène inverse en le prenant pour lui et pense que c'est un acte de défiance. Donc, il vous verbalise. C'est un malentendu absurde. Quelles sont les règles C'est-à-dire qu'il m'a pas verbalisé pour la ceinture. Oui, Yvon. Non, pour le stationnement. Mais c'est vrai que c'est une problématique qu'on risque de retrouver nettement plus souvent parce que maintenant, justement, avec le PVE dont on parlait il y a quelques instants, les agents n'ont plus à déposer un papillon sur le pare-brise. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans de plus en plus de cas un peu litigieux où avant, les automobilistes allaient voir l'agent en lui disant « écoutez, je suis là depuis 2 secondes ». Maintenant, les agents notent de loin la plaque d'immatriculation, ne déposent rien et l'automobiliste a la mauvaise surprise quelques jours après. Ah oui, on assiste à des... c'est un véritable scandale, c'est les PV électroniques. C'est de l'arnaque. Voilà, ça c'est de l'arnaque. Alors, les PV électroniques, c'est une rentabilité de 78% parce qu'on va plus vite et donc on verbalise plus. Donc, surtout, on verbalise au chaud au commissariat quand on est rentré à la fin de sa tournée, à l'abri de tout le monde. Yvon, merci infiniment. Alors, justement... Je vous remercie beaucoup du renseignement. Non, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Bonne année à vous. Alors, puisqu'on parle justement de paiement, on vous a présenté une vidéo tout à l'heure du paiement en ligne, vidéo qui est sur notre site rtlauto.fr. Aujourd'hui, vous pouvez payer votre amende sur Internet. C'est plus rapide, plus pratique. Pour cela, une seule adresse, amende.gouv.fr. Ne vous faites pas avoir.
amende.gouv.fr, c'est un site officiel, sécurisé, celui du gouvernement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez y aller en toute sécurité avec évidemment votre carte bancaire en main et l'avis de contravention. Ça prend quelques clics, quelques secondes. L'avantage, c'est que vous avez un justificatif, notamment en cas de contestation, puisque vous pouvez très bien contester votre PV via Internet. L'autre avantage, c'est que vous bénéficiez d'un délai supplémentaire de 15 jours pour payer votre amende. Et si vous réglez sous les 30 jours, là, vous bénéficiez d'un abattement de 20%. Alors, l'adresse, c'est amende.gouv.fr. Voilà, évidemment, l'émission s'achève et puis vous pouvez retrouver tous ces conseils sur notre site rtlauto.fr et notre standard qui est ouvert toute la journée au 3210. Vous avez été très nombreux ce matin et très nombreux sur notre site rtlauto.fr, un site dédié 100% à l'automobile. Toute la journée des conseils, toute la journée avec nos spécialistes, nos avocats qui sont là pour vous répondre, pour vous rendre service. On s'est aperçu que les PV, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de contester puisqu'ils sont de plus en plus nombreux et les machines sont de plus en plus redoutables. Mais nous sommes là pour vous aider, pour vous donner plein de conseils. Aujourd'hui, toute la journée sur l'antenne d'RTL et dans quelques instants d'ailleurs, l'émission de Julien Courbet continue sur ce thème des PV. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin pour cette émission spéciale. Très bonne journée et restez fidèles à rtlauto.fr. Christophe Bourreau. Les automobilistes ont la parole sur RTL.fr.